j'ai regardé ma nièce, cette petite vipère aux yeux larmoyants, et j'ai souri intérieurement en pensant à tous les mensonges qu'elle avait crachés sur mon mari, ces blagues qui avaient pourri notre mariage comme un poison lent. Elle me suppliait maintenant, à genoux presque, pour que je sauve sa précieuse petite maison à Montmartre, celle qu'elle avait achetée avec l'argent sale de son ex, un escroc qu'il avait laissé pour une jeunette. Et moi? J'ai ri en silence. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid, c'est un festin que l'on savoure à température ambiante, quand l'autre croit encore que le monde lui doit quelque chose. Ces blagues n'étaient pas innocentes. Elles étaient des flèches empoisonnées, lancées lors de dîners familiaux où tout le monde riait pour ne pas affronter la vérité. Mon mari, cet homme solide, cet architecte qui avait reconstruit notre vie après la mort de nos parents, était devenu le bouffon de la table et grâce à elle. Tonton est si prévisible, avec son air de prof de philo raté qui essaie de nous faire croire qu'il est profond, avait-elle lâché un soir, et les rires avaient fusé comme des balles. J'avais vu ses épaules s'affaisser, son regard se voiler, et quelque chose en moi s'était brisé net pas pour lui, mais pour l'idée que la famille pouvait être un nid de serpents. Et maintenant, elle perdait tout, la banque saisissait, l'ex avait disparu avec les économies, et elle, Camille, l'étoile montante du marketing digital, se retrouvait à poil, me tendant la main comme si j'étais une banque ambulante. Tante, tu ne peux pas me laisser tomber comme ça, gémissait-elle au téléphone, sa voix cassée par des sanglots théâtraux. Oh, si je pouvais. Et je le ferais, avec un plaisir exquis, calculé, français jusqu'à la moelle parce que dans ce pays où l'honneur se mesure en silence et en regard froid, la revanche est un art. Paris, fin d'automne 2024. Les feuilles mortes tourbillonnaient sur le boulevard Saint-Germain comme des confidences avortées, et je marchais d'un pas mesuré, mon manteau de laine grise frôlant les pavés humides. J'avais 52 ans, un appartement dans le Marais qui sentait encore le bois ciré de l'enfance, et un mari qui, depuis 10 ans, dormait à mes côtés sans un mot de trop. Henri n'était pas un homme de passion dévorante, il était un roc, taillé dans le granit normand de ses origines, avec des mains calleuses d'architecte et un sourire qui n'apparaissait que pour moi, dans l'intimité de nos matins nus sous les draps froissés. Mais Camille, ma nièce la fille de ma sœur aînée, morte trop jeune d'un cancer qui avait rongé son corps comme un reproche, avait décidé de le transformer en caricature. Tout avait commencé lors d'un dîner chez ma mère, dans sa maison de banlieue à Neuilly, ces rituels familiaux où l'on feint l'unité autour d'un gigot saignant et d'un Bordeaux trop cher. Camille avait 28 ans alors, fraîchement diplômée de Sciences Po, avec cette assurance tranchante des Parisiennes qui se croient invincibles. Elle arrivait toujours en retard, perchée sur des escarpins loup-boutin volés à une amie, ses cheveux blonds cascadant en boucles étudiées, et ses yeux verts pétillants d'un humour qu'elle croyait irrésistible. Tonton Henri, toujours le même. Tu sais, avec ton éternel pull en cachemire beige, on dirait un prof de philo qui a raté sa thèse sur Sartre et qui console ses regrets en construisant des cabanes pour pigeons, avait-elle lancé ce soir-là, un verre de vin à la main, déclenchant un éclat de rire général. Ma mère avait pouffé, mon frère avait hoché la tête en mâchant son pain, et même mon père, ce vieux bourru au cœur tendre, avait esquissé un sourire. Henri? Il avait baissé les yeux sur son assiette, ses doigts serrant la fourchette un peu trop fort, les jointures blanchies comme du marbre. J'avais senti la bile monter dans ma gorge, un acide brûlant qui n'était pas du vin. Camille, ma chérie, l'humour est une arme à double tranchant, avais-je répondu d'une voix douce, trop douce, celle que l'on utilise pour désamorcer une bombe avant de la faire exploser plus tard. Elle avait haussé les épaules, ses lèvres peintes en rouge carmin s'étirant en un rictus victorieux. Oh, tante Élodie, détends-toi. C'est juste pour rire. Tonton sait bien que je l'adore. Adore. Le mot m'avait collé à la peau comme une étiquette mal arrachée. Les dîners suivants, les blagues s'étaient multipliées, affinées comme des lames, sur son accent normand qui me rappelait un tracteur dans un champ de betteraves, sur ses costumes trop sages qui le faisaient ressembler à un notaire en vacances, sur notre vie si tranquille qu'elle en devenait soporifique, comme un roman de Madame de Lafayette sans les amants. Chaque fois, les rires fusaient, et Henri se repliait un peu plus, son corps massif semblant rapetisser sous le poids de ses flèches. Je le voyais le soir, dans notre lit, fixer le plafond fissuré de notre chambre, et murmurer, ce n'est rien, hello. Des gamineries. Mais ce n'était pas rien. C'était une érosion, lente et impitoyable, qui rongeait l'homme que j'aimais depuis nos 25 ans, depuis ce premier baiser volé sous la pluie à Deauville. Je n'avais rien dit, pas tout de suite. Parce que la famille, en France, c'est sacré un cocon de non-dit où l'on tolère les poisons pourvu qu'ils soient servis avec un sourire. Ma sœur, avant de mourir, m'avait fait jurer de veiller sur Camille, elle est si fragile, hello, sous ses airs de battante. Promets-moi.
J'avais promis, bien sûr, les larmes aux yeux, la main sur son front fiévreux. Et voilà que cette fragile petite chose crachait son venin sur l'homme qui avait payé les factures d'hôpital, qui avait tenu ma main pendant les nuits blanches, qui avait reconstruit notre vie brisée. Henri n'était pas parfait, ses silences pouvaient être des murs, ses caresses parfois mécaniques après des journées à superviser des chantiers pluvieux, mais il était mien, et ses blagues le déshabillaient en public, le réduisant à un clown pathétique. Les mois passèrent, et les fissures s'élargirent. Lors d'un Noël à la campagne, Camille avait poussé le bouchon, elle avait imité Henri devant tout le monde, marchant voûté, mimant une voix grave et hésitante pour expliquer un projet architectural raté. Et là, tonton dit, mais non, chérie, ce n'est pas un parking, c'est une cathédrale moderne pour les voitures. Les rires avaient été tonitruants, mon frère s'étouffant presque avec son foie gras. Henri avait quitté la table sans un mot, prétextant une migraine, et je l'avais suivi dans la neige, le trouvant assis sur les marches du perron, les épaules secouées. Pourquoi elle fait ça, Hello? Qu'est-ce que je lui ai fait? Sa voix était brisée, comme un ver fêlé qui attend le choc fatal. Je l'avais serré contre moi, sentant la chaleur de son corps à travers son manteau mouillé, et j'avais juré en silence, elle paiera. Pas avec des cris ou des scènes, non, ça serait trop vulgaire, trop provincial. Ma vengeance serait française, élégante, calculée, tissée de fils invisibles qui l'étrangleraient doucement. J'ai commencé par des riens, des invitations sélectives où elle se retrouvait isolée, des compliments empoisonnés sur sa carrière fulgurante qui masquaient mes doutes sur son ex, ce golden boy du numérique qui sentait le scandale à plein nez. Mais le vrai plan germait en moi comme une graine dans un terreau fertile de rancune. Et puis, un soir de printemps 2025, le téléphone a sonné. C'était Camille, sa voix un filet de panique, « Tante, j'ai besoin de toi. » Tout s'effondre. Elle avait investi dans un appartement à Montmartre avec l'argent de son ex, un achat impulsif pour se poser enfin, mais l'homme avait falsifié des documents, détourné des fonds, et maintenant la banque saisissait. Je perds tout, Hello. La maison, mon boulot. Aide-moi, s'il te plaît. Prête-moi de l'argent, juste le temps de. J'ai écouté, le combiné froid contre mon oreille, et un frisson de triomphe m'a parcouru. Le moment était venu. Pas de pitié. Seulement le règlement de compte. J'ai raccroché lentement, savourant le silence qui suivit ses pleurs étouffés. Henri était dans la cuisine, épluchant des carottes avec cette précision méthodique qui m'avait toujours attendri, des gestes lents, presque méditatifs, comme s'il construisait un monde invisible tranche par tranche. Je me suis approché par derrière, posant mes mains sur ses épaules, sentant les muscles tendus sous la chemise en coton usé. C'était Camille, ai-je murmuré, ma voix un velours sur sa peau. Il s'est figé, la lame suspendue au-dessus du légume orange. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Une nouvelle blague sur mes talents culinaires. Son ton était amer, teinté d'un humour forcé qui ne lui ressemblait pas. J'ai ri doucement, un rire qui n'atteignait pas mes yeux, et je lui ai raconté, la maison perdue, l'ex-escroc, les dettes qui s'empilaient comme des factures impayées sur une table de formica. Henri a reposé le couteau, essuyant ses mains sur un torchon à carreaux, et s'est tourné vers moi. Ses yeux gris comme la Manche en tempête, me scrutaient avec une intensité rare. « Et toi, qu'est-ce que tu vas faire » a-t-il demandé, sa voix basse, presque un grondement. J'ai haussé les épaules, feignant l'indifférence. Rien. Ou peut-être tout. Ça dépend. Il a hoché la tête, sans insister, mais je voyais bien que quelque chose remuait en lui, une curiosité mêlée de méfiance, comme un animal flairant un piège. Nous n'avions jamais parlé ouvertement des blagues de Camille, c'était notre pacte tacite, un mur de silence bâti brique par brique sur des années de non-dit. Mais ce soir-là, après le dîner un coq au vin simple, arrosé d'un Côte du Rhône honnête, il a brisé le mur. Assis sur le canapé Voltaire, un verre à la main, il a lâché « Hello, c'est une blague. Elle me bouffe de l'intérieur. Je me sens petit. Ridicule. » Les mots sont sortis comme un aveu arraché, et j'ai senti mon cœur se serrer, non pas de pitié, mais de rage pure, une lave qui montait de mes entrailles. Je me suis agenouillé devant lui, prenant ses mains dans les miennes, sentant les callosités de ses paumes contre ma peau douce. Tu n'es pas ridicule, Henri. Tu es l'homme qui m'a sauvé, qui a tenu bon quand le monde s'effondrait. Elle n'est qu'une gamine gâtée qui frappe là où ça fait mal parce qu'elle est vide dedans. Il a levé les yeux, surpris par ma véhémence, et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu une étincelle dans son regard, pas de la colère, mais une reconnaissance,
comme si je lui rendais une partie de lui-même volée. Nous avons fait l'amour ce soir-là, lentement, avec une urgence contenue, nos corps se redécouvrant dans la pénombre de la chambre, le bruit distant des klaxons parisiens comme une bande-son à notre reconquête. Le lendemain, j'ai fixé un rendez-vous avec Camille au café de Flore, ce sanctuaire des intellectuels où Sartre sirotait son apéritif en philosophant sur l'enfer des autres. Elle est arrivée en retard, comme toujours, emmitouflée dans un manteau Burberry faux qui puait le désespoir chic. Ses yeux étaient gonflés, son maquillage coulant légèrement sous la fatigue, et elle s'est jetée sur moi comme une naufragée. « Tante, merci d'être venue. Tu es ma seule famille maintenant. » J'ai souri, commandant 2 cafés serrés, et je l'ai laissé déballer son sac de misère, l'ex, Julien, qui avait monté une start-up bidon pour détourner des fonds européens, l'appartement à Montmartre, un 2 pièces avec vue sur Sacré-Cœur, acheté à crédit sur la base de faux revenus, la banque qui menaçait de saisie immédiate si elle ne payait pas 50 000 € d'ici 2 semaines. « Combien tu as » a-t-elle demandé enfin, ses ongles rongés grattant le bord de la table en marbre. J'ai sorti mon chéquier, le posant ostensiblement entre nous, et j'ai vu ses yeux s'illuminer comme des phares dans la nuit. « Assez » ai-je répondu calmement. « Mais pas pour rien. » Elle a cligné des yeux, confuse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai pris une gorgée de café, brûlant et amer, et j'ai plongé mon regard dans le sien. « Des excuses, Camille. Pas à moi. À Henri. Pour toutes ces blagues qui l'ont rabaissé, qui l'ont fait douter de lui. Tu vas lui écrire une lettre, une vraie, où tu avoues que c'était de la méchanceté gratuite, née de ta propre insécurité. Et tu la liras devant lui, lors d'un dîner chez nous. Son visage s'est décomposé, passant du rose espoir au blanc crayeux. Quoi? Tante, c'est ridicule. C'était juste des blagues, pas de quoi en faire un drame. J'ai ri, un rire froid qui a fait tourner la tête du serveur. Ridicule? Comme lui, selon toi? Non, ma chérie. C'est le prix. Ou alors, tu perds ta maison, et avec elle, le dernier lien qui te rattachait à ta mère. Elle a balbutié, protesté, mais je voyais bien la roue tourner dans sa tête, fierté contre survie. Finalement, elle a hoché la tête, les larmes coulant librement maintenant. D'accord. Pour quand? J'ai fixé le rendez-vous pour le surlendemain, et je suis parti en la laissant là, prostrée sur sa tasse vide. Dehors, le soleil perçait les nuages, illuminant les façades haussmanniennes comme un clin d'œil complice. La première étape était posée, l'humiliation publique, miroir inversé de celle qu'elle avait infligée. Mais ce n'était que le début. Ma vengeance n'était pas un coup d'éclat, c'était une symphonie, avec des mouvements lents et inexorables. Le soir, j'ai tout raconté à Henri, omettant les détails les plus crus, et il a écouté, songeur, avant de murmurer, « Fais ce que tu dois, Hello. Mais ne te perds pas dedans. » Trop tard, mon amour. J'étais déjà perdu, et j'adorais ça. Les jours suivants, j'ai affiné le plan. J'ai contacté discrètement un avocat ami, un ancien amant de passage qui devait à Henri une faveur pour un toit rénové à prix d'amis. Vérifie les papiers de l'appartement de Camille, lui ai-je demandé au téléphone, ma voix neutre comme un rapport météo. Il a rappelé 24 heures plus tard, Julien n'avait pas seulement détourné, il y avait des traces de blanchiment, des prêts fictifs, et la banque n'était que la pointe de l'iceberg. La police s'intéressait de près. Si elle paie, ça pourrait empirer, m'a-t-il averti. Parfait. J'ai souri dans le vide de mon bureau, entouré de croquis d'Henri pour un nouveau projet à la Défense. Le dîner arriva. Camille s'est présentée à 19 heures précises, un manuscrit froissé dans la main, vêtu d'une robe noire trop serrée pour sa silhouette amaigrie. Henri était impeccable, chemise blanche et pantalon de lin, servant l'apéritif avec une courtoisie glaciale. Nous nous sommes assis autour de la table en chêne, sous le lustre en cristal qui diffusait une lumière chaude, presque intime. Lis, ai-je dit simplement, désignant la feuille. Ses mains tremblaient, et quand elle a commencé, sa voix était un murmure brisé, « Cher oncle Henri, je m'excuse pour toutes les fois où j'ai ri de toi, où j'ai transformé tes qualités en faiblesse pour me sentir supérieur. » Henri l'a écouté, impassible, mais j'ai vu ses yeux briller au pas de larmes, mais d'une satisfaction profonde, comme un affamé devant un plat longtemps refusé. Quand elle a fini, le silence était palpable, un vide que j'ai comblé d'un toast, à la famille, et à ses leçons. Elle a bu d'une traite, et est partie peu après, promettant de rembourser bientôt. Je ne lui ai pas prêté un centime. La lettre n'était que le premier acte.
Les semaines qui suivirent furent un délicieux supplice pour Camille, et un baume pour Henri. Il riait plus souvent, ces rires profonds qui venaient du ventre, comme avant, quand nous dansions sur du piaf dans notre cuisine exiguë. Tu sais, Hello, cette lettre. Ça m'a libéré, m'a-t-il confié un matin, en beurrant son pain grillé, le soleil filtrant à travers les voilages. J'ai hoché la tête, masquant mon triomphe derrière une gorgée de café au lait. Libéré? Oui, mais à quel prix pour elle? Je recevais ces messages sporadiques, tante, la banque m'a accordé un délai, mais j'ai besoin de 10 000 pour les intérêts. Je répondais poliment, tiens bon, ma chérie. La famille est là. Mensonge sucré, comme un macaron empoisonné. En parallèle, j'ai tissé la toile plus serrée. Mon avocat avait transmis anonymement des documents à un journaliste de Libération, un ami d'Henri croisé lors d'un vernissage. L'article est sorti un mardi pluvieux, Start-up fantôme, le scandale des fonds européens détournés par un couple parisien. Pas de nom au début, mais les détails étaient accablants. L'appartement de Montmartre figurait en bonne place, avec une photo floue de la façade. Camille m'a appelé en hurlant, « C'est toi? Tu as fait fuiter ça. » J'ai feint l'étonnement, « Quoi? Oh mon Dieu, c'est horrible. » Mais non, voyons, je ne ferai jamais. Elle a raccroché en sanglots, et j'ai ri, seul dans mon salon, le journal étalé comme un trophée. Henri n'en savait rien, bien sûr. Notre vie reprenait son cours, dîner aux zincs du quartier, promenade le long de la Seine où il me racontait ses rêves d'un projet fou ou une tour écologique à Pantin, inspiré des jardins suspendus de Babylone. Avec toi à mes côtés, Hello, tout est possible, murmurait-il, sa main dans la mienne, et je sentais une chaleur coupable m'envahir. Était-ce de l'amour, ou le frisson du pouvoir? Les deux, sans doute, entremêlés comme les racines d'un arbre maléfique. Mais la culpabilité rôdait, fantôme discret dans les coins sombres de mon esprit. Était-ce juste? Camille avait été une enfant difficile après la mort de sa mère, rebelle et mordante, cherchant l'attention par tous les moyens. Mais les blagues sur Henri? C'étaient des coups de poignard, délibérés, et la douleur qu'elles avaient infligée ne s'effaçait pas d'un claquement de doigts. Un soir, alors que je triais des vieux albums photos aux ces reliques jaunies de famille où Camille posait en robe de communiante, un sourire angélique aux lèvres, ma mère a appelé. Élodie, qu'est-ce qui se passe avec Camille? Elle est effondrée, elle ne mange plus. Sa voix chevrotait, ce tremblement d'octogénaire qui me vrillait le cœur. J'ai fermé les yeux, imaginant le visage ridé de maman, ses mains arthritiques serrant le téléphone comme un dernier bastion. Rien, maman. Des ennuis d'argent. Je m'en occupe. Mensonge pieux. Elle a soupiré, veille sur elle, Hello. Pour ta sœur. Le serment revenait, lancinant comme une migraine. J'ai raccroché, et pour la première fois, une fissure dans mon armure, et si j'allais trop loin? Mais la machine était lancée. Camille a débarqué sans prévenir un après-midi, les cheveux en bataille, un sac poubelle rempli de vêtements à la main. Je n'ai plus nulle part où aller, a-t-elle gémi, franchissant le seuil comme un chat mouillé. Henri était sur un chantier, je l'ai fait entrer, l'installant provisoirement sur le canapé du salon. Elle a déversé son flot, Julien arrêté pour fraude, l'appartement vendu aux enchères dans 3 jours, son job perdu à cause des rumeurs. Aide-moi, tante. Laisse-moi rester, le temps de rebondir. Ses yeux imploraient, et j'ai vu l'enfant en elle vulnérable, brisé. Mon cœur a flanché une seconde, mais la rage a repris le dessus. D'accord, ai-je dit. Mais des règles. Tu es d'Henri avec ses plans, tu cuisines, tu ranges. Et pas un mot sur le passé. Elle a accepté, reconnaissante, et les jours suivants furent une comédie grinçante. Elle dessinait maladroitement sur les blueprints d'Henri, brûlait les sauces, trébuchait sur les tapis persans. Henri la tolérait, poli mais distant, et je savourais chaque instant de son malaise, ses regards fuyants quand il entrait dans une pièce, ses excuses balbutiées pour un plat raté. Mais la nuit, quand elle dormait sur le canapé, je veillais, épiant ses sanglots étouffés, et je me surprenais à compatir. Était-ce la fin de ma vengeance, ou son apogée? Puis, l'article suivant est sorti, nom complet, photo, détails sordides. Camille l'a lu le matin, pâle comme un linceul, et s'est tournée vers moi, c'est toi, hein? Tu veux me détruire. J'ai nié, sereine, mais elle a explosé, espèce de salope. Pour des blagues? Tonton est faible, il mérite qu'on se moque de lui. Les mots ont claqué comme un fouet, et Henri, entrant à ce moment, a tout entendu. Son visage s'est figé,
puis brisée au pas en larmes, mais en une colère froide, contenue. Sors d'ici, a-t-il dit simplement, sa voix un roc inébranlable. Elle est partie en claquant la porte, et nous sommes restés là, enlacés, dans le silence assourdissant. Ce soir-là, Henri m'a confronté, Hello, c'était toi, n'est-ce pas? Les fuites, tout ça. J'ai avoué, les larmes aux yeux pour la première fois. Oui. Pour toi. Pour nous. Il m'a serré fort, murmurant, c'est fini, maintenant. Laisse-la. Mais était-ce vraiment fini? Le lendemain, Camille m'a envoyé un texto, je sais tout. Et je vais te faire payer. La revanche avait deux visages. La menace de Camille flottait dans l'air comme une brume toxique, imprégnant nos jours suivants d'une tension palpable. Henri essayait de reprendre le fil, il passait des heures sur ses maquettes, ses structures en balsa et fils de fer qui poussaient sur la table de la salle à manger comme des rêves fragiles. Regarde ça, Hello, disait-il, les yeux brillants, en me montrant une tour aux lignes fluides, inspirée des flots de la Seine. Ça pourrait changer Pantin, rendre la banlieue vivable. Je hochais la tête, admirative, mais mon esprit vagabondait vers elle. Où était-elle? Chez une amie? À l'hôtel? Les textos avaient cessé après sa menace, et ma mère appelait quotidiennement, sa voix un fil tendu entre culpabilité et inquiétude. Élodie, elle ne répond plus. Trouve-la. Je l'ai cherchée, non par remords pur, mais par prudence où une vengeance inachevée est un boomerang mal lancé. J'ai commencé par ces cercles, une ancienne collègue au marketing, une voisine de Montmartre que j'avais croisée lors d'un pot de départ. Camille? Elle a squatté un Airbnb à Belleville, mais elle a été virée pour non-paiement, m'a appris la voisine, une quinquagénaire aux cheveux teints en roux flamboyants. Belleville, ce quartier bouillonnant de migrants et d'artistes fauchés, loin de son Montmartre chic. J'y suis allé un après-midi gris, descendant du métro au milieu d'une foule bigarrée, l'odeur d'épices et de peinture fraîche me piquant les narines. L'adresse était un immeuble délabré, tagué de graffitis arabes et français entremêlés, porte d'entrée béante comme une bouche édentée. J'ai monté les escaliers étroits, évitant les flaques suspectes, jusqu'au 3e étage. La porte était entr'ouverte, j'ai poussé, et l'ai trouvée là, affalée sur un matelas gonflable, entourée de cartons éventrés, son téléphone à la main, scrollant frénétiquement. Elle a levé les yeux, et son visage, ce visage autrefois si assuré, s'est crispé en un masque de haine. « Qu'est-ce que tu fous ici? Viens finir le boulot ?» Je suis entré, refermant la porte derrière moi, l'air confiné chargé d'une odeur de take-out taille et de désespoir. « Je viens voir si tu respires encore, » ai-je répondu, m'asseyant sur une chaise pliante bancale. Elle a ri, un rire rauque, cassé. Hypocrite. Tu as tout orchestré, les fuites, l'article, même l'avocat de Julien qui refuse de me défendre parce qu'il connaît des amis à toi. Tu crois que je suis conne? J'ai croisé les jambes, calmement, sentant le pouls de la confrontation accélérer. Pas conne. Juste imprudente. Tes blagues ont brisé Henri, Camille. Lentement, sûrement. Et maintenant, tu paies l'addition. Elle s'est redressée, ses yeux verts flamboyants comme des émeraudes sous pression. Brisé? Ton mari chéri est un loser. Un mec fade qui passe sa vie à dessiner des boîtes en béton pendant que le monde avance. Moi, au moins, j'ai osé ou j'ai lancé une vie, un appartement, un homme. Et toi? Tu végètes dans ton marais poussiéreux, à jouer la parfaite épouse. Les mots me transperçaient, non pas par leur vérité où Henri n'était pas fade, il était stable, un phare dans ma tempête, mais par leur écho, était-ce ça, ma vie? Une vengeance pour masquer mes propres regrets, ces nuits où je me demandais si j'avais raté l'étincelle? Nous avons parlé ou plutôt, crié pendant 1 heure, déballant les tripes familiales comme un autopsie raté. Elle a avoué, les blagues étaient sa façon de se venger de notre perfection, de cette famille où elle s'était sentie orpheline trop tôt, reléguée au second rôle après la mort de sa mère. Vous étiez tous si unis, si normaux. Et moi, la pestiférée, celle qu'on plaint. J'ai écouté, et pour la première fois, j'ai vu l'enfant blessé sous la carapace. Mais la rage était encore là, tenace. La pitié n'efface pas la douleur, ai-je dit enfin. Henri souffre encore. Et toi, tu vas couler seul si tu continues. Elle a éclaté en sanglots, se recroquevillant sur le matelas, et quelque chose en moi a cédé pas tout à fait la vengeance, mais une fissure. Viens à la maison, ai-je murmuré. Provisoirement. Mais on règle ça avec Henri. Elle a hésité,
puis hochait la tête, ramassant ses affaires comme une fugitive. Sur le chemin du retour, dans le métro bondé, nos épaules se frôlaient, un silence lourd de non-dit. Henri nous a accueillis avec un regard interrogateur, mais sans un mot de travers. « Installe-toi dans la chambre d'amis », a-t-il dit, et c'était tout. Les jours suivants furent un équilibre précaire, une cohabitation forcée où les silences pesaient plus que les mots. Camille aidait mollement, rangeant la vaisselle avec des gestes saccadés, évitant le regard d'Henri. Lui, il travaillait tard, rentrant avec des blueprints froissés et un air fatigué. Moi, je m'aidais, cuisinant des plats réconfortants en blanquettes de veau, tarte aux pommes pour recoller les morceaux. Mais la nuit, quand tous dormaient, je veillais, le cœur battant, me demandant si c'était la rédemption ou la suite du piège. Puis, le coup de théâtre, un appel de l'avocat. Julien avait balancé des noms pour alléger sa peine, et le mien figurait en tête pas pour complicité, mais pour pressions indirectes. Rien de concret, m'a-t-il dit, mais attends-toi à des questions. Panique. Camille l'a su au comment, je ne sais, et son sourire, ce soir-là au dîner, était un poignard. Karma, tante, a-t-elle lancé, et Henri a froncé les sourcils. La vengeance se retournait elle contre moi. La police est arrivée un matin pluvieux, 2 inspecteurs en trench-coat trempés frappant à la porte comme un présage. « Madame Morel ? Nous aimerions vous parler d'une affaire de fraude impliquant Julien Leclerc. » Henri était déjà parti pour son chantier, Camille encore au lit, j'ai invité les hommes à entrer, servant du thé fumant dans des tasses dépareillées, mon cœur cognant comme un marteau-piqueur. Ils étaient polis, ces flics parisiens l'un bedonnant avec une moustache à la Poirot, l'autre filiforme et nerveux, posant des questions anodines. « Connaissez-vous monsieur Leclerc ? Avez-vous discuté de l'appartement de mademoiselle Duval ?» J'ai nié sereinement, mes réponses cousues de vérité à moitié, oui, je connaissais Julien vaguement, non, je n'avais jamais touché à des documents. Mais il savait pour l'avocat, pour les fuites anonymes. Un informateur a mentionné votre nom, madame. Des pressions familiales au point. Le mot a claqué, et j'ai vu Camille dans l'encadrement de la porte, feignant l'innocence, un peignoir noué lâchement autour de sa silhouette amaigrie. Les inspecteurs sont partis après 1 heure, promettant de revenir, et elle a explosé, tu vois ? Tu as voulu jouer, et maintenant on est tous dedans. J'ai claqué la porte de ma chambre, le sang bouillonnant, me maudissant d'avoir laissé entrer le serpent au nid. Henri est rentré tôt, sentant la tempête. La police, a-t-il demandé, ôtant son manteau dégoulinant. J'ai tout avoué au pas les détails crus, mais l'essentiel, ma main dans les fuites, ma soif de revanche. Il m'a écouté, assis sur le bord du lit, son visage un masque de granit fissuré. Hello. Pourquoi ? Pour moi, je comprends. Mais ça nous détruit tous. Ces mots étaient un scalpel, taillant dans ma culpabilité. Je voulais te protéger, ai-je murmuré, les larmes coulant enfin, chaudes et salées. Il m'a prise dans ses bras, sa chemise humide contre ma joue. Protéger ? Ou contrôler ? Laisse tomber, Hello. Avant qu'il ne soit trop tard. Camille, elle, jubilait en secret, je le voyais à ses textos envoyés à des amis invisibles, à ses sourires en coin quand elle croyait que je ne regardais pas. Elle avait retourné la situation, devenant la victime aux yeux du monde, poste sur Instagram larmoyant sur la trahison familiale, like affluent comme une marée de compassion. Ma mère, alertée, m'a appelé en pleurs, comment as-tu pu, Élodie ? Ta sœur se retourne dans sa tombe. Le coup de grâce. J'ai raccroché, brisé, et pour la première fois, la vengeance me goûtait l'amertume, un poison qui me rongeait de l'intérieur. Pourtant, je n'ai pas capitulé. J'ai contacté mon avocat, bloque-les. Trouve un angle. Il a creusé, et bingo, Julien avait menti pour se venger de Camille, impliquant des innocents pour diluer sa faute. Les charges contre moi ont fondu comme neige au soleil, et la police s'est excusée par téléphone, maladroite. Camille l'a su, et son masque est tombé, hurlement dans le salon, assiette brisée contre le mur. Tu gagnes toujours, hein ? Salope manipulatrice. Henri est intervenu, la voix tonnante pour la première fois, assez. Tu pars. Demain. Elle a claqué la porte, sac en main, et le silence qui a suivi était libérateur, un vide purificateur. Mais la nuit, Henri m'a confronté à nouveau, c'était nécessaire, hello ? Regarde-nous, une coquille vide. Ces mots m'ont transpercé. Était-ce la victoire, ou la défaite ? Les jours suivants, nous avons tenté de recoller,
thérapie de couple chez un psy du quartier latin, promenade silencieuse où les mots venaient goutte à goutte. Je t'aime, murmurait-il, et je répondais en écho, mais le doute persistait, une ombre sur notre lit. Puis, l'appel final, Camille, d'une voix brisée. Tante. J'ai tout perdu. L'appartement vendu, Julien en tôle, et je suis enceinte. De lui. Le monde a basculé. Vengeance ou pardon? Le choix se profilait, impitoyable. La nouvelle de la grossesse de Camille m'a cloué sur place, le téléphone glissant de ma main moite comme une anguille. Enceinte. De cet escroc, de ce menteur qui avait saccagé sa vie et la mienne par ricochet. J'ai imaginé son ventre arrondissant sous les couches de désespoir, un enfant innocent piégé dans la toile de nos rancunes. Henri, alerté par mon silence, m'a rejointe dans le salon, son visage soucieux éclairé par la lampe tamisée. Quoi encore? J'ai balbutié les mots, et ses yeux se sont assombris au pas de colère, mais d'une tristesse profonde, celle d'un homme qui voit les cycles se répéter. Nous avons discuté tard dans la nuit, du vin rouge tachant nos lèvres comme du sang. C'est ta nièce, Hello. Ta chère. Et l'enfant. Il n'a rien demandé. Henri avait raison, ce roc inébranlable qui me rappelait pourquoi je l'aimais, sa logique implacable, sa compassion sous la carapace. Mais la rage bouillonnait encore, un feu couvant sous les cendres. Et moi? Et nous? Ces blagues nous ont presque tués. Il a pris ma main, la serrant fort. Presque. Mais on est là. Plus fort. Laisse la vengeance, Hello. Elle nous ronge autant qu'elle. Le lendemain, j'ai appelé Camille. Où es-tu? Elle a hésité, puis donné l'adresse d'un foyer pour femmes en difficulté à Clichy, un bâtiment anonyme aux murs bégeâtres, entouré de HLM grises. J'y suis allé seul, un chèque de 20 000 € en poche au pas pour l'appartement perdu, mais pour un nouveau départ, un appartement modeste dans la banlieue. Elle m'a ouvert la porte, le visage bouffi, un test de grossesse froissé sur la table basse. Pourquoi tu viens? Pour te moquer? J'ai secoué la tête, m'asseyant sur le lit étroit. Pour arrêter le cycle. Tes blagues étaient cruelles, Camille. Mais ma revanche l'était plus. Voici de l'argent. Pas un prêt, un cadeau. À condition que tu t'excuses vraiment, à Henri, en personne. Et que tu grandisses. Elle a pleuré, longuement, ses épaules secouées comme celles d'Henri des années plus tôt. Je suis désolé, tante. Pour tout. J'étais jalouse. De votre solidité. Les mots étaient sincères, enfin, et j'ai senti un poids se lever, un œuf se défaire dans ma poitrine. Nous avons parlé des heures de sa mère, de nos peurs, de cet enfant qui grandirait sans père, mais peut-être avec une famille rapiécée. Je suis parti avec une accolade maladroite, le chèque signé, et un espoir fragile. De retour, Henri a accueilli la nouvelle avec un sourire las. Tu as bien fait. Le dîner ce soir-là fut simple, pot-au-feu, rire timide sur des souvenirs neutres. Camille est venue une semaine plus tard, ventre encore plat, pour les excuses finales. Oncle Henri, je t'ai rabaissé pour me sentir grande. Pardonne-moi. Il l'a serrée dans ses bras, brièvement, et s'était scellé. La famille, imparfaite, reprenait son souffle. Des mois passèrent. L'enfant naquit en septembre, un garçon nommé après ma sœur, et nous fûmes là, dans la maternité bondée, Henri tenant le minuscule poing. Ma vengeance? Un chapitre clos, une leçon apprise dans la chair et le sang. Paris continuait son balai aux pluies fines, lumière tamisée, et nous, plus sages, plus unis. La revanche n'est pas un festin éternel, c'est un vin qu'on savoure une fois, puis qu'on oublie pour le prochain millésime.